cayó la luna, s'apaga el farol. En 98, il a écrit l'hymne d'une génération, Clandestino, une chanson sur les clandestins, symbole de cette époque. Une chanson qui incarne le désir de la liberté individuelle et de la paix dans le monde. Chanteur, auteur, compositeur, producteur, cosmopolite, activiste politique, Manu Chao, le symbole de la musique fusion et métissée, maintenant sur Radio Multicult FM. Salut Manu Chao, c'est Bérénice Miège. Et moi, Brigitta Gabrin, quel plaisir Manu de te réécouter sur Radio Multicult FM. Bonjour, enchanté de te réécouter. J'ai un bon souvenir de la dernière fois quand je t'ai passé vous voir. Et te voilà de nouveau. Car l'Allemagne a été la première étape de votre tournée en Europe. Tes concerts étaient tous complets. Ton public était composé de gens allant de 18 à 70 ans. C'était pareil pendant la tournée pour Clandestino, il y a presque 2 siècles. Comment expliques-tu ça? Ton public ne vieillit pas, Manu? Moi, je crois que le public se renouvelle naturellement. Et je pense que quand tu dis 18 ans, j'ai même vu des enfants qui avaient beaucoup moins au concert. Il y a de tout, quoi. Il y a les enfants, il y a les adolescents, il y a des gens plus âgés. Et pour moi, c'est un merveilleux signe de bonne santé, quoi. Je suis tellement fier de mon public, de la diversité de mon public, qui est très divers dans les âges, mais qui est très divers aussi dans les cultures. Et je crois que c'est le plus beau trésor que m'a apporté la musique. C'est ce public qui est toujours là, qui est fidèle et qui vient en concert. Les concerts sont pleins partout, sans faire beaucoup de promos, d'ailleurs aucune, enfin, à part peut-être des affiches. Et donc c'est mon plus grand trésor, c'est ma plus grande force, c'est mon public. Mais justement Manu, sans produire constamment de nouvel album, ni faire de promotion, tu arrives à ce dont beaucoup de chanteurs rêvent, c'est-à-dire plusieurs albums de platine et tes concerts tous complets. Comment expliques-tu ça? Qu'est-ce qui fait le phénomène Manu Chao? Je crois qu'expliquer pour moi c'est difficile parce que tu poses la question à la personne la plus subjective pour pouvoir te répondre. Mais je peux pas l'expliquer, je peux juste me rendre compte que c'est une réalité qui me rend très fier. Comment s'est fait le contact entre nous, le groupe, ma musique et le public. C'est une manière qui est absolument pas forcée, c'est une manière naturelle. Je crois que c'est de la musique qui a voyagé de main en main, quelque part. Et je suis absolument fier de ça. L'expliquer, je sais pas l'expliquer. Je pense que c'est peut-être le travail des journalistes de l'expliquer, mais moi je suis incapable de l'expliquer. Je sais qu'il y a une syntonie, il y a quelque chose entre nous et le public qui est très fort. Non, pas seulement dans les concerts, aussi dans la rue. Quand je croise les gens, il y a quelque chose de magnifiquement positif et le mot en espagnol c'est cariñoso, il y a de la chaleur humaine. Oui, il y a de la chaleur humaine, oui. Je crois que c'est ce que dégagent aussi nos concerts, quelque part. Si j'arrive à analyser nos concerts, ce qui est très difficile pour moi aussi, mais je pense qu'il y a le centre de l'histoire de nos concerts, il y a une histoire de chaleur humaine. Selon moi, le phénomène Manu Chao vient du fait que tu transmets un sentiment de liberté dans ta musique et aussi par ta manière de vivre. J'essaie de vivre au maximum de ma liberté et j'essaie d'être libre, en tout cas dans ma création. Ça, j'essaye pas, je sais que je le suis. J'ai défendu ma carrière pour être toujours libre et ça, c'est quelque chose que j'ai quelque part réussi. Donc, ma création est totalement libre. Le mot création, pour moi, est un synonyme de liberté. Il faut être libre pour pouvoir créer. Et après, dans tout le reste, j'essaye le plus possible d'organiser le plus possible, j'essaye à 100% d'ailleurs, d'organiser les choses telles que je les visualise moi-même et de faire les choses à ma manière. Comme dit ma chanson, pase lo que pase, sea lo que sea, a tu manera. Fais les choses à ta manière. C'est pas toujours facile. Dans ma position, c'est plus facile parce que maintenant j'ai gagné un certain statut, donc je peux beaucoup plus facilement défendre ma liberté qu'un immigré, par exemple. Pour moi, c'est facile, quelque part. Ce serait ridicule que je ne le fasse pas. Défendre sa liberté, même à mon niveau, ça implique juste une chose, ça implique beaucoup de travail et beaucoup d'attention. C'est pas seulement de monter sur scène, c'est d'organiser les choses, d'organiser les concerts, d'organiser les tournées, d'organiser comment tu vas enregistrer, d'organiser comment tu veux faire les choses. Et ça implique beaucoup de travail. Moi, j'aime mon travail. J'ai eu la chance dans ma vie que ma passion d'adolescent, qui est toujours ma passion aujourd'hui, est mon travail. J'ai eu une chance fabuleuse dans la vie.
Pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Et ton travail est un plaisir pour nos oreilles. Mais si tu devais composer une chanson telle que Clandestino aujourd'hui, aurait-elle les mêmes paroles ? C'est difficile à dire. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie créative et journalistique, ça se passe plus à travers la peinture et les tableaux avec Jacek Wozniak et notre travail dans Manvos. On fait beaucoup de tableaux là-dessus que par chanson. Je pense que si j'écrivais une chanson aujourd'hui, ça serait Clandestino quoi qu'il arrive. C'est ça quoi. Et moi j'écrirais l'histoire de la stagnation d'une rivière. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlarla. Malheureusement, ta chanson est toujours d'actualité car des clandestins meurent tous les jours par centaines en Méditerranée. Et comme tu le sais, les chefs d'État européens ont mis en place un dispositif militaire gigantesque pour stopper l'arrivée de réfugiés avec des sous-marins, des bateaux et des drones, et notamment combattre les passeurs sur la côte libyenne. Que penses-tu des réponses politiques données à la situation des réfugiés en ce moment en Europe ? Je pense que c'est une erreur à moyen terme et long terme terrible. À court terme, c'est une tragédie humaine. Et si tu regardes l'histoire de l'humanité n'est faite que de migration. Je veux dire, l'Europe et la réalité humaine de l'Europe n'existerait pas aujourd'hui telle qu'elle est s'il n'y a pas eu des milliers de migrations avant. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est que maintenant, toutes ces migrations sont quelque part interdites, bloquées. Et c'est quelque chose qui ne peut pas amener quelque chose de positif, forcément amener quelque chose de négatif. Ça va amener de la haine, ça va amener de l'incompréhension entre cultures, ça va amener des flux migratoires qui sont naturels, qui sont bloqués. Et quelque part, souvent, j'ai comparé ça avec l'eau d'une rivière. L'immigration, c'est comme l'eau d'une rivière, c'est depuis le début des temps. Et aujourd'hui, on a bloqué l'eau de cette rivière. Et donc, de l'eau qui ne coule pas, c'est de l'eau qui stagne. Et l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui pourrit quelque part. Penses-tu, Manu, que l'Europe est en train de faire les mêmes erreurs que l'Amérique vis-à-vis du Mexique, par exemple ? Oui, je pense que c'est en même temps des deux côtés. Enfin, je veux dire, c'est en train de faire exactement les mêmes erreurs, mais parce qu'ils réfléchissent exactement de la même manière. Et il y a une grande hypocrisie aussi, parce qu'ils laissent passer des gens. Parce que l'économie nord-américaine ou l'économie européenne aussi vit beaucoup des travailleurs clandestins. L'agriculture en Californie ne pourrait pas fonctionner sans les clandestins. Donc il y a quand même une immense hypocrisie. Quelque part, ce qui les intéresse, c'est des gens qui rentrent sans papier, donc qui peuvent être traités comme des esclaves. Le nouveau Tijuana est aujourd'hui Catania, Palermo ou Lampedusa. Et le nouveau rideau de fer européen passe par le Brenner. Quel était le climat en Italie pendant votre tournée et qu'as-tu pu observer vis-à-vis de la situation dramatique des réfugiés là-bas ? Bon, là, c'est un peu tôt pour l'Italie, pour moi, à court terme, parce qu'on a joué à Milano, à Monza. Mais je pense que la réalité, on va vraiment la découvrir fin juillet, parce qu'on va en Sicile, on va dans le sud de l'Italie. Et là, on va vraiment se rendre compte de plus près et on va être en contact avec les associations locales sur ce qui se passe. Donc pour le moment, la tournée en Italie, vraiment, ça va être fin juillet. Mais je sais, j'ai beaucoup de contacts là-bas, que la situation est vraiment tragique, quoi. Et vu que la Libye est en face, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'arrivées maintenant, passe par Lampedusa ou par l'Italie. Beaucoup plus qu'avant, à l'époque de Clandestino, c'était plus quand même Gibraltar. Ça a un peu changé, quoi. Mais la situation est bien pire qu'en 98, quand est sorti Clandestino. Si on peut faire des évaluations du pire, parce qu'elle était déjà pire que pire en 98. Et c'est terriblement préoccupant parce que ça va contre la nature humaine, des migrations ancestrales, et ça génère de la haine. Ça génère de l'incompréhension entre les peuples, et ça a un goût et une odeur de guerre, quoi, et de violence. Dans votre tournée, vous passez aussi dans les Balkans, précisément dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, tels que la Roumanie, la Croatie, la Grèce, la Pologne ou la Hongrie. Penses-tu que ces sociétés sont déjà prêtes à accueillir des réfugiés, bien que leur population vive encore sous le seuil de pauvreté ? Quelle est ton impression, Manu ? Je ne suis pas un spécialiste d'économie sociale. Je pense de toute façon toutes ces immigrations aussi passent beaucoup par les Balkans. Donc le flux passe par là. Le problème sur les Balkans, c'est qu'il n'y a pas de travail. Donc les immigrés ne sont pas intéressés à rester là non plus. Les gens des Balkans immigrent aussi.
Je pense que malheureusement, les politiciens européens, enfin Bruxelles entre guillemets, va essayer d'une certaine manière de retenir ces immigrés dans des pays un peu satellites à l'Europe. Pendant des années, ils ont utilisé la Libye telle quelle. Nous nous souvenons qu'en 2010, un soi-disant accord de coopération sur la migration a été conclu entre l'Europe et la Libye. En échange de 50 millions d'euros, Kadhafi s'engageait à ne laisser passer aucun réfugié. Mais pour revenir aux pays de l'ancien bloc de l'Est, qui en matière de démocratie font un pas en avant et deux pas en arrière, penses-tu que le système démocratique dans l'Est est assez stable pour accueillir des réfugiés? Est-il vraiment stable dans nos pays à nous? Ça, je veux dire, le système démocratique est malade, et pas seulement dans ces pays-là. Je pense que beaucoup de travailleurs sans papier qui peuvent arriver en Italie, peuvent arriver en France, ou peuvent arriver en Allemagne, ou peuvent arriver en Angleterre, ils n'arrivent pas dans une situation où la démocratie est positive pour eux. Ils sont hors de cette démocratie. Donc je pense qu'immigrer, il n'y a pas un grand changement, je pense. Ils ont droit à rien, c'est clair. Ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale, ils n'ont pas le droit à l'hôpital, ils n'ont pas le droit à voter, ils n'ont pas le droit... Donc la démocratie pour eux, que ce soit en France ou que ce soit en Serbie, il n'y a pas grande différence. Mais peut-être que je me trompe, tu ne parles pas à un spécialiste. Je te parle juste de mes intuitions. Avez-vous déjà fait ou allez-vous faire des concerts pour les réfugiés comme vous l'avez fait à Tijuana ou dans un camp de réfugiés au Sahara? Oui, on fait toujours. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Par exemple, il y a une grande usine ici qui était un grand squat ici à Barcelone qui a été fermée l'année dernière, qui était 80% des Africains et aussi des Roumains, qui a été fermée qui était un endroit où ces gens-là trouvaient un lieu où ils pouvaient travailler. C'est-à-dire que ça travaillait le recyclage, toutes les choses abandonnées en ville. Et donc il y avait un travail vraiment positif qui à eux leur servait et qui quelque part, j'estime, qui était énormément utile pour la communauté urbaine. Et ça a été fermé. Ça a été fermé. On allait jouer là-bas, on a fait des concerts, pas seulement nous, plein de groupes. Nous, on est très attentifs évidemment à ce qui se passe dans nos quartiers, là où on habite, c'est-à-dire c'est ici à Barcelone pour moi. Et évidemment, on est là-dessus toujours. On est en ce moment sur une campagne pour la fermeture des centres d'internement. On a un bon espoir d'arriver à réussir. Les conditions dans les centres d'internement d'immigrés sans papier sont des conditions absolument dantesques. Donc au jour d'aujourd'hui, on est vraiment là-dessus, sur la fermeture des centres de rétention à Barcelone. Nous avons eu le plaisir de te voir ici à Berlin, dans la citadelle de Spandau. Et on se demandait d'où te vient cette incroyable énergie nécessaire pour transmettre ces messages politiques et aussi d'espoir à ton public. Je crois qu'il y a, je veux dire, on dit beaucoup dans le concert, mais il suffit pas de le dire, il faut le vivre. Moi, j'ai espoir dans les choses, j'ai espoir qu'on peut entre tous arriver, et chacun dans notre petite banlieue ou dans notre petit quartier, arriver à changer les choses. Et quand tu arrives à changer quelques petites choses dans ton quartier, c'est pour moi des immenses victoires. Et cette énergie est l'énergie qui, moi, me permet de vivre dans ce monde. Si tu regardes le monde avec lucidité aujourd'hui, le futur est assez pessimiste. Mais donc, on a d'autant plus besoin de positive énergie et d'y croire. Et moi, je m'affaire à ça dans ma vie, je m'affaire à ça dans mes messages, je m'affaire à ça dans l'envie que j'ai de transmettre aux autres. Il faut qu'on recharge nos batteries d'espoir et notre réservoir d'espoir très souvent parce qu'on en a énormément besoin. Nos concerts servent à ça, je suis profondément heureux. Tu transmets aussi tellement d'énergie aux gens. Comment fais-tu le plein? Comme je te disais avant, c'est que moi, ma passion et mon métier, c'est quelque chose qui me maintient en force tout le temps. Et aussi, je pense que c'est important de savoir aussi, de temps en temps, prendre du recul et retrouver son énergie. Moi, je vis une vie qui va à toute vitesse. Mais avec le temps, j'ai appris à prendre mes petits moments, même s'ils sont très très courts, où j'ai mes techniques pour retrouver cette énergie. Ça peut passer par la respiration. Ça peut passer, évidemment, je pense très important, par essayer de manger d'une manière saine, éviter les poisons de la malbouffe
occidentale, je veux dire, éviter les poisons et éviter de manger les choses qui nous enlèvent l'énergie, comme trop de sucre, comme la friture, comme des choses que le corps n'a pas forcément besoin. Faire attention à ton alimentation, faire attention à ton hygiène corporelle, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, c'est pas seulement de prendre une douche tous les matins, c'est de donner une douche aussi à tes muscles, c'est-à-dire de faire un peu de sport, bouger ton corps, manger sain et avoir la curiosité de la vie et la curiosité des autres. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Tu es toi-même curieux des autres et célèbre en tant qu'artiste globe-trotter. Ta passion pour le voyage est bien connue. C'est toujours le cas ? As-tu déjà trouvé l'endroit qui te donne l'envie de devenir sédentaire ? J'ai trouvé tellement d'endroits qui me feraient devenir sédentaire que je ne pourrais plus jamais être sédentaire. Parce qu'il faudra toujours que j'aille un peu de l'un à l'autre. C'est ma vie, c'est mon destin. Je pense que c'est une merveilleuse école de vie et c'est la plus belle université que j'ai jamais eue. D'ailleurs, je n'ai jamais eu d'autre. Mais j'ai eu cette chance d'avoir les voyages en tant qu'université et ça m'a grandi en tant que personne. Mais aussi, des fois, j'envie beaucoup les gens qui sont jamais sortis de leur village. Et je leur parle de tous mes voyages et ils adorent été, mais ils me disent moi, je suis très bien où je suis. Je trouve beau de voir des gens qui me disent moi, je sens pas la nécessité de sortir de mon village, par exemple. Ce qui arrive rarement dans les villes, hein, mais dans les villages, des fois, oui. Je me souviens, il y a longtemps, à l'époque de Mano Negra, tu avais dit qu'il te faudrait au moins 4 vies pour découvrir l'Amérique latine. Rêves-tu toujours d'avoir plusieurs vies ? Bien sûr, un petit peu plus de temps, ça serait pas dérangeant. Parce que, le monde est grand, hein, et c'est une petite planète, mais elle est quand même grande, et il faudrait plus d'une vie pour pouvoir, non seulement, c'est pas seulement aller partout, mais comprendre partout. Et pour comprendre un endroit, il faut y vivre. Donc, il faut y dédier du temps. Donc voilà, maintenant je sais que je n'aurai pas le temps de vivre 1000 vies dans ma vie, dans 1000 endroits différents. J'aurais vécu plein de vies dans des endroits différents. Et voilà, mais je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Il faut faire le maximum que tu peux, et voilà. Et le reste, les pays où je ne serais jamais allé, et les civilisations ou les cultures que je n'aurais pas connues, je les aurais idéalisées dans ma tête ou inventées dans ma tête et dans mon cœur. Et ta musique vient du cœur. Grâce à elle, tu nous emmènes en voyage vers des cultures que tu as connues ou inventées. C'est en tout cas ce qui s'est passé lors de ton concert à Berlin. Ce que je veux dire, c'est remercier tout le public qui est venu en Allemagne nous voir, parce que ça a été quand même des très très belles ambiances. Il y a eu quelque chose de très très chaleureux avec le public allemand, et plus que tout remercier les gens qui sont venus à ces 4 concerts, aussi les gens qu'on a croisés dans la rue, dans les villes, quand on se promenait aussi. On a été tellement bien reçus, et il s'est passé quelque chose de tellement naturellement communicatif entre nous, et c'est un merveilleux souvenir, et je parle pour moi et je parle aussi au nom de mes musiciens. On était tous enchantés de ces concerts en Allemagne. Ton public français peut se réjouir aussi, car tu seras en France en juillet, en août et à la mi-septembre pour jouer à la très populaire Fête de l'Humain. Et après, quel est le programme ? Des vacances bien méritées ? Pas très bien ce que c'est, les vacances. Moi, je suis toujours en train de faire des choses. Mais j'ai pas de programme. Dans ma vie, c'est aussi partie de ma liberté et de ma manière de travailler et de vivre ma vie de manière libre. Je prévois jamais rien à plus de 3 mois. Ouais. Ça, je sais à peu près ce que je fais jusqu'à septembre, octobre, et après, je ne sais pas encore. J'ai pas décidé. D'accord. Donc, ça peut être 1000 choses. Classiquement, on retourne vers l'Amérique du Sud. Mais je ne sais pas te dire, parce que je prévois ma vie de 3 mois en 3 mois. Je peux me permettre ce luxe. Et vu comment va la planète, je préfère quand même, même je sais même pas comment sera la planète dans 3 mois, je préfère organiser ma vie à court et moyen terme, mais pas à long terme. Alors, on te souhaite plein de bonnes choses pour les prochains 3 mois. Merci beaucoup de nous avoir donné cette interview et que votre tournée soit une réussite totale. Bonne chance Manu, de ma part aussi. Merci. Le groupe est joyeux, le groupe est en forme, donc je suis sûr que la tournée se passera bien. Je t'embrasse, bye bye. Bye bye. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar,
gusta la mar.